L'addiction au sucre existe-t-elle vraiment? Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Clément et j'accompagne les personnes qui souhaitent perdre du poids sainement et à long terme. Je glisse ça juste ici, je viens de sortir mon tout nouveau livre de recettes, il est disponible dans la description, 35 recettes minceurs. Va checker ça. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, la consommation ou la surconsommation de sucre est quasiment devenue banale. Rien qu'à voir les rayons de supermarché, on trouve beaucoup plus de produits industriels, des gâteaux en tout genre, que des légumes. Je sais pas si tu es confronté à ça, mais même moi, quand je veux me faire un petit plaisir, je galère à choisir tellement il y a de choix. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les marques, il y a tout, et on s'y perd. Mais attention, il existe les sucres et les sucres. Laisse-moi t'expliquer. Les sucres, c'est les glucides. Et les glucides, il y en a dans les légumes, les légumineuses, les féculents, etc. Ça, c'est des glucides classiques. Maintenant, il y a aussi ce qu'on va appeler très souvent les calories vides, qui sont les calories les plus faibles en micronutriments. Celles-ci sont contenues principalement dans tout ce qui va être produits industriels ou ultra transformés. Pour savoir si l'addiction au sucre existe vraiment, il faut déjà définir ce qu'est une addiction. Et là, je vais prendre mes notes. Selon le manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie, c'est très long, c'est pour ça que j'ai besoin de notes, une addiction se définit par 11 critères. Premièrement, le besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou de jouer. Deuxièmement, la perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise de cette substance ou de ce jeu. Troisièmement, beaucoup de temps consacré à la recherche de substances ou de ce jeu. Quatrièmement, l'augmentation de la tolérance aux produits addictifs. Cinquièmement, la présence d'un syndrome de sevrage, c'est-à-dire l'ensemble des symptômes qui vont apparaître lorsque tu arrêtes la consommation de ce produit ou de ce jeu. Sixièmement, l'incapacité à remplir des obligations importantes. Par exemple, oublier de remplir ses impôts. Et là, il ne te rate pas. 7. L'usage, même lorsqu'il est au risque de ta vie ou à des risques physiques. 8. Des problèmes personnels ou sociaux en lien avec la consommation de ce produit ou de ce jeu. 9. Le désir ou l'effort persistant pour diminuer les doses ou l'activité. 10. Une activité réduite au profit de la consommation ou du jeu. Et 11. La poursuite de la consommation malgré les dégâts physiques ou psychologiques. Pour résumer, quand tu remplis 2 à 3 cases, on dit que c'est une addiction faible. De 4 à 5, c'est une addiction modérée. Au-delà de 6, on est dans une addiction sévère. Ça, c'est comment aujourd'hui on fait pour dire que cette personne-là est addicte ou ne l'est pas à telle ou telle chose, que ce soit à la cigarette, l'alcool, etc. Maintenant, revenons sur le sucre. Est-ce que le sucre est réellement problématique? Oui et non. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison, disait Paracels. Je te mets le nom là, à chaque fois je le mâche. D'ailleurs, un parallèle intéressant vient des gens qui arrêtent de fumer. Souvent, lorsque quelqu'un arrête de fumer, il va remplacer ou déporter son addiction vers autre chose. Par exemple, il va se mettre à mâcher beaucoup de chewing-gum ou à manger un petit peu plus, et c'est d'ailleurs très souvent pour ça qu'il y a une prise de poids après l'arrêt de la cigarette. Maintenant, venons-en au vif du sujet. Es-tu réellement addict au sucre? Le circuit de récompense est un mécanisme physiologique. Notre attirance vis-à-vis du sucre n'a rien de pathologique ou d'anormal. En effet, le sucre vient tout simplement activer ce qu'on va appeler donc ce fameux circuit de récompense, tout simplement en envoyant une information à ton cerveau et en sécrétant de la dopamine, l'hormone du plaisir. En gros, quand tu manges du sucre ou des graisses, ton corps te dit « c'est sympa, j'aime bien cette sensation ». Cette réaction, elle est tout à fait normale et elle vient de nos ancêtres. À l'époque, il n'y avait pas de supermarché et quand tu courais après ton mammouth, si jamais tu n'arrivais pas à le choper, il fallait que tu trouves de quoi manger. Et à ce moment-là, tu allais essayer de trouver tout simplement des fruits et des légumes. Une fois que tu en avais trouvé, ton corps t'envoyait l'information de récompense qui permettait tout simplement d'éviter de mourir de faim, de te dire on s'en fout. Le corps a plein de systèmes d'autodéfense, un petit peu comme ça, qui permettent d'éviter de se laisser mourir de faim. C'est un peu l'instinct de survie en fait. Simplement. Notre corps nous récompense donc avec ce système de récompense
par des hormones en disant « c'est cool mon pote, on a bien mangé ». Et le sucre, il adore ça. Aujourd'hui, c'est bien différent. On a des supermarchés partout. En tout cas, en France, en Europe, etc. Donc, dans des pays qui aujourd'hui sont bombardés par l'alimentation n'est plus un besoin vital entre guillemets, mais plus une source de plaisir ou de réconfort. Aujourd'hui, on est dans un contexte social de plus en plus stressant et régi par des règles diététiques. Ce qui fait de notre relation au sucre une relation pathologique qui pourrait s'apparenter à de la dépendance, c'est simplement le lien malsain qu'on peut avoir avec les aliments sucrés. Par exemple, dans un contexte où on sait s'autoriser sans culpabilité de manger des aliments sucrés. On ne retrouvera pas de comportement compulsif ou addictif avec le sucre. Tandis que lorsque le sucre il est stigmatisé, mis dans une case rangée et on dit c'est le mauvais aliment, il faut que tu évites d'en manger, c'est là que se développent des troubles du comportement alimentaire ou du moins des crises qui peuvent s'apparenter à des troubles du comportement alimentaire, par exemple à de l'hyperphagie. Tout simplement, tu ouvres le placard, tu n'as tellement pas envie d'en manger que ton cerveau te dit go for it et tu démontes le paquet de cookies entier. Après, tu t'en veux, tu culpabilises, ça devient pathologique. En fait, c'est en instaurant donc des règles de contrôle rigides vis-à-vis de la consommation d'aliments sucrés que tu t'enfermes toi-même dans un système malsain et dans une case qui va tout simplement faire un cercle vicieux. De la même façon, si demain je te dis ne pense pas à un marteau rouge, la première chose que tu risques d'avoir en tête, c'est peut-être un marteau rouge. Donc en gros, si tu veux volontairement sortir des catégories d'aliments, mais que ce soit des sucres ou plein d'autres catégories, ça marche avec tout. Tu risques tout simplement de t'enfermer dans un cercle vicieux et d'avoir juste qu'une seule envie, c'est de consommer cette catégorie d'aliments. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est légèrement obsédé par ça et qu'on pense qu'on y est accro. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce cercle vicieux ? Une première erreur, c'est de se juger, de se critiquer. Il faut comprendre que le sucre, ce comportement de dépendance au sucre concerne énormément de gens. Et une fois qu'on a arrêté de se juger et qu'on essaye de déculpabiliser, on va procéder à deux grandes étapes. Premièrement sur la partie alimentaire et deuxièmement sur la partie psychologique. Dans l'assiette, le secret réside certainement dans les autres aliments. L'idée est d'arriver à réguler son alimentation par des aliments sains. Concrètement, on va consommer beaucoup de légumes, de légumineuses et de sources de protéines en général pour aller chercher la satiété. Des protéines de qualité, des lipides de qualité pour tout simplement ne pas avoir faim à aucun moment de la journée. Éviter d'avoir faim, c'est déjà un premier pas vers le fait d'éviter d'avoir envie de grignoter. D'un point de vue donc biologique, on évitera déjà cette première catégorie qui sont les craquages liés à un régime restrictif en termes d'alimentation. Maintenant, il ne faut pas être dupe. Il y aura des moments de bas, il y aura des moments de haut. Il y aura des moments où tout simplement tu auras des craquages comme avant et c'est pas grave. Et c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans l'étape 2. Toujours dans la partie alimentaire, cette sous-étape, c'est celle de trouver ce qu'on va appeler des aliments un petit peu tampons. Des aliments qui te font plaisir, qui sont sucrés et où entre guillemets on s'en fout, tu prends ce qui te fait plaisir. L'idée globale, c'est d'avoir une alimentation qui va être à peu près 80% sur une base saine et 20% de fais-toi plaisir. Kinder Bueno, Kit Kat, on s'en fout. Tu manges ce qui te fait plaisir et ce qui te fait envie à ce moment-là. L'idée, c'est que tout simplement, en apportant à ton corps les aliments dont tu te privais avant, tu vas plus avoir cette sensation de privation. Alors, peut-être qu'au début, ça va te donner des extras un peu trop grands. Et ça sera sûrement le cas. Mais petit à petit, tu vas t'auto-réguler. Tu vas trouver ton juste milieu. Et au fil du temps, avoir un Kit Kat ou une boîte de Kit Kat dans un placard ne sera plus un problème. Ça sera une façon modérée pour toi de te faire plaisir 3 fois dans la semaine. Et non plus d'avoir qu'une seule chose en tête, c'est de te dire « faut pas que je les mange ». Faut pas que je les mange. Et au final, de défoncer la boîte d'un coup. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on va chercher la modération dans le temps. Tous ces changements vont pas se faire d'un coup. Et il va falloir que tu sois bienveillant avec toi-même. C'est pas grave si tu as des craquages. C'est pas grave, on est dans un processus de changement et dans un processus de changement, il y a des hauts, il y a des bas et tu vas avoir des moments très compliqués. Je vais te le dire, je vais être honnête. Il y a des moments où tu vas carrément galérer. Mais on s'en fout. C'est pas grave parce que dans quelques semaines, tu seras sorti de là et cette addiction au sucre, du moins ce que tu pensais être une addiction au sucre, ne sera qu'un mauvais souvenir. Tu seras réconcilié avec le sucre pour la simple et bonne raison
que tu auras le droit d'en consommer. Sur le plan maintenant psychologique, il ne faut pas oublier certains points. Culpabilité, stress, sommeil, tous ces critères peuvent avoir un impact très très important sur ta psychologie en général. Et donc ta capacité à faire des choix lucides. Parce que plus on est fatigué, plus on est stressé, moins on est bien en général, moins on fait les bons choix. La culpabilité d'ailleurs a très souvent cette petite phrase, peut-être que tu te l'as dit toi aussi, c'est de se dire « fais plus merde, on verra plus tard ». Tu sais, à un moment où tu vas craquer, tu as ce moment de juste avant que la culpabilité arrive justement, où tu te dis « ah et puis merde, on verra plus tard ». Et c'est à ce moment-là que tu es en train de te faire avoir. Parce que juste après, ça va te rattraper. Et c'est dans ces moments-là qu'il faudra arriver à relâcher la... Bien évidemment, ça ne sera pas instinctif, ça va y aller petit à petit, mais il faudra que tu aies cette petite voix intérieure qui te dit « ok, j'ai mangé peut-être un petit peu trop ». Avant de vouloir faire un changement, tu dois comprendre que durant le processus, tu dois accepter d'être humain ou humaine, avec tes faiblesses et tes forces. Et que quoi qu'il arrive, chaque mauvaise passe te rapproche du moment où elles ne seront plus là. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de t'aider, de t'aiguiller pour sortir de cette pseudo-addiction au sucre. Tu l'as bien compris, qui n'existe pas réellement. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour petit à petit te guider vers la sortie. Moi, je te souhaite une très bonne journée. Abonne-toi. Bisous.